Bonjour, regardez bien la carte que vous avez sous les yeux. Elle représente le royaume de Francie occidentale, c'est-à-dire le futur royaume de France, en 987, autour de l'an 1000. Regardez bien les petites taches oranges qui se trouvent autour de Paris et Orléans. Eh bien, c'est sur ces seuls territoires que le roi exerce son autorité. Tout le reste du royaume de France échappe à son pouvoir, car le royaume est divisé en une douzaine de grands domaines qu'on appelle des principautés territoriales. Vous trouvez par exemple le comté de Toulouse, le duché de Bretagne, le duché de Normandie. Ces comtes et ces ducs sont de puissants seigneurs. qui se comportent en maîtres dans leur domaine et qui ne sont absolument pas soumis à l'autorité du roi. Autour de l'an 1000, le roi est donc un souverain très faible. En 987, Hugues Capet monte sur le trône et il n'exerce son autorité que sur un tout petit domaine autour de Paris et Orléans, le domaine royal. Voilà donc notre situation de départ. Un roi faible qui doit faire face à de grands seigneurs qu'on peut appeler les grands barons du royaume, et qui ne sont guère soumis au roi. Alors comment on en est arrivé là? Comment les héritiers du puissant empereur Charlemagne, fondateur de la dynastie des Carolingiens, qui ont exercé le pouvoir pendant plus de 200 ans, eh bien comment se fait-il que ces héritiers de Charlemagne soient devenus si faibles? Eh bien, au IXe et au Xe siècle, l'ancien empire fondé par Charlemagne a éclaté en plusieurs royaumes. Les successeurs de Charlemagne sont affaiblis par des querelles. De plus, ils sont incapables d'assurer la sécurité de la population face à de nouveaux envahisseurs. Regardez la carte des invasions au IXe et Xe siècle. L'Occident, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest, est menacé par les invasions des Vikings, les hommes du Nord, les Normands, mais aussi par les Hongrois à l'Est, et par des guerriers musulmans au sud. et c'est à ce moment-là que les rois carolingiens ont fini par perdre leur autorité, car ne parvenant plus à assurer la sécurité des populations de leur royaume, eh bien ce sont les ducs et les comtes qui sont devenus les vrais protecteurs des habitants, et ainsi ils se sont affirmés comme des maîtres sur leur territoire, en entretenant pour cela de véritables petites armées. Ils finissent par s'emparer progressivement des pouvoirs autrefois détenus par le roi, chacun se comportant comme un maître indépendant dans son domaine. C'est dans ce contexte que disparaît la dynastie des Carolingiens. En effet, le roi Louis V, dit Louis V le Fainéant, décède brutalement à l'âge de 20 ans lors d'une partie de chasse, sans fils pour lui succéder, et sa mort marque la fin de la dynastie des Carolingiens. Les grands seigneurs du royaume se réunissent alors en assemblée à Senlis pour décider qui sera le prochain roi. Et c'est ainsi que l'un d'entre eux, qui porte le nom de Hugues, est élu par tous les autres. Un siècle après sa mort, on lui donnera le nom de Hugues Capet, car il portait une cape d'abbé, puisqu'en tant que grand seigneur, il dirigeait également plusieurs abbayes de son domaine. Alors pourquoi a-t-il été élu par les autres seigneurs du royaume? Eh bien tout simplement parce qu'il était à la tête d'un domaine assez petit, et donc, n'étant pas trop puissant, il ne serait pas capable de s'imposer face à ces grands barons du royaume, qui cherchent à conserver leur pouvoir et leurs droits sur leurs terres. Hugues n'est donc pas un roi dangereux pour eux. Ainsi, Hugues, qui est un personnage assez effacé, devient le premier roi d'une nouvelle famille de rois, la dynastie des Capétiens, qui va exercer le pouvoir jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution. Ainsi, Hugues Capet, dans son royaume de Francie occidentale, est à la tête d'une société qu'on appelle la société féodale, vous vous souvenez, c'est le mot clé de cette année de cinquième. La société du Moyen-Âge est une société féodale. Alors on rappelle ce que ça veut dire. La féodalité vient d'un mot latin utilisé au Moyen-Âge, le mot feudum, qui signifie le fief, c'est-à-dire la terre qu'un seigneur confie à son vassal en échange de sa fidélité et de son aide militaire. Autrement dit, ce n'est pas une société dans laquelle on obéit à des règles et des lois d'un État organisé. Pas du tout. On obéit à un seigneur plus puissant par un lien de fidélité personnelle
qui se noue au cours de la cérémonie de l'hommage. Vous vous en souvenez. C'est une société dans laquelle les seigneurs possèdent des pouvoirs considérables, bien plus importants que ceux du roi. Et au lieu d'appartenir au roi, le pouvoir est morcelé entre des seigneurs plus ou moins puissants, qui lèvent des impôts, qui rendent la justice, qui font la guerre, comme s'ils étaient des souverains dans leur propre domaine. Alors ce mot fief, c'est un mot qu'on utilise encore aujourd'hui dans le langage courant. Quand on parle par exemple du fief d'un homme politique ou d'un parti politique, eh bien c'est tout simplement un territoire, une région, un département, une ville par exemple, un territoire donc dans lequel un homme politique a été élu plusieurs fois, exerce le pouvoir depuis très longtemps, qu'il a tissé des liens personnels, de fidélité très importants avec un grand nombre d'habitants. Et donc aujourd'hui encore, on dit par exemple qu'une ville est le fief de tel ou tel maire qui a été élu plusieurs fois, ou de tel ou tel président de région réélu plusieurs fois à la tête de sa région. On rappelle donc la définition de la société féodale, que chacun d'entre vous doit être capable de restituer à la fin de cette classe de 5e. Là on est d'accord, chacun d'entre vous doit être capable d'expliquer ce qu'est la société féodale. C'est un des mots-clés les plus importants de toute notre année de 5e. La féodalité est un ensemble de liens de fidélité personnelle entre des seigneurs qui exercent le pouvoir. Cette fidélité repose sur l'attribution par un seigneur d'une terre, appelée un fief, à un vassal qui promet de lui rester fidèle. C'est une société qui se caractérise par l'absence d'un État organisé dont l'autorité s'impose d'un bout à l'autre des frontières du royaume. Et enfin, c'est une société dans laquelle il y a de nombreuses guerres privées entre seigneurs qui s'affrontent, chacun cherchant à augmenter sa puissance. Enfin, c'est une société qu'on pourrait schématiser de façon simplifiée sous la forme d'une pyramide de liens d'homme à homme, avec à sa base les simples chevaliers, et à son sommet les grands seigneurs du royaume, les ducs et les comtes, qui peinent souvent à respecter l'autorité du roi. Alors voilà, le contexte politique de l'an 1000 est posé. On va donc soulever la question suivante. Est-ce que les rois de la dynastie des Capétiens peuvent parvenir à imposer progressivement leur autorité sur l'ensemble du royaume? Premiers éléments de réponse, est-ce que les rois disposent d'un certain nombre d'atouts par rapport aux autres grands seigneurs du royaume? La réponse est oui. Les rois peuvent d'abord compter sur l'appui de l'Église. Regardez cette enluminure, réalisée au XIVe siècle, qui montre le roi Hugues Capet en compagnie d'hommes d'église. Le roi bénéficie ainsi du soutien des chefs religieux du royaume. Deuxièmement, les rois bénéficient d'un prestige que leur procure la cérémonie du sacre, et qui les rend supérieurs aux autres seigneurs. Où avait lieu la cérémonie du sacre? Comment se déroulait-elle? Regardez cette reconstitution dans le journal de 13h de France 2. Le son et l'image de mon ancien enregistrement ne sont pas très bons. Le roi ne peut pas aller du tout par cette voie. Un roi, justement, en voici un, ou plutôt un descendant des rois de France. Tout en étant vu. À gauche, Louis de Bourbon, duc d'Anjou, héritier direct de Louis XIV, et de 42 autres rois, depuis Saint-Louis, François Ier, Louis XIII, et jusqu'à Louis XVI. À 37 ans, il est banquier, habite entre Paris, Caracas et Madrid. Il est l'aîné de la maison de Bourbon, l'héritier de la couronne de France. Cette histoire royale, Patrick Demouy, professeur à l'université de Reims, la connaît sur le bout des doigts. La façade de la cathédrale est dominée par la galerie des rois, au centre de laquelle se trouve le baptême de Clovis. C'est en mémoire de cet acte fondateur que les rois, par la suite, ont pris le chemin de Reims pour renouer la chaîne des temps. C'est ce que montre bien la galerie des rois. Les rois, les uns derrière les autres, reviennent là où l'histoire a commencé avec Clovis. Comme un simple touriste, ou presque, Louis de Bourbon visite la cathédrale où 32 rois de France furent couronnés. Pour nous, il a accepté de marcher sur les traces de ses illustres ancêtres. Le matin du sacre,
l'archevêque de Reims conduisait le roi jusque devant le maître-autel et lui désignait le siège qui avait été préparé pour lui. Et c'est là où est encore l'autel aujourd'hui, qu'avait lieu le sacre. Le roi commençait par prêter serment sur l'évangile, de défendre les libertés de l'Église, de faire régner la justice et la paix, de défendre le royaume. Puis l'archevêque lui conférait les onctions avec l'huile de la Sainte-Ampoule, l'huile sur la tête, sur la poitrine, sur les épaules, sur les bras, investissait son corps. Il lui remettait alors le sceptre, la main de justice, le grand manteau fleur de lysée, la couronne, et ainsi paré, le roi était reconduit en cortège jusqu'à l'entrée du chœur où il prenait place sur un trône surélevé. Les pairs de France lui rendaient hommage, les portes s'ouvraient et le peuple venait acclamer son souverain. La dernière vision qu'emportait le roi avant de sortir était celle de cette porte monumentale qui lui rappelait, gravée dans la pierre, tous ses devoirs à venir. Alors vous êtes ici vraiment au cœur du trésor du Palais du Thau et de la cathédrale de Reims, avec les objets qui ont trait directement au roi et à son onction. Évidemment, il y a la Sainte-Ampoule qui est conservée dans ce reliquaire. Malheureusement, cette fiole n'est plus celle qui a servi à baptiser Clovis, le fondateur du royaume. En 1793, les révolutionnaires investissent la cathédrale pour détruire la Sainte-Ampoule. En détruisant le symbole, ils pensaient détruire la royauté. Mais le curé de l'époque, prévenu la veille, a juste le temps de transvaser le contenu dans une autre fiole avant que l'original ne soit brisé. En 1905, la légende de la Sainte-Ampoule rebondit lorsque l'État et l'Église se séparent. Les curés vont récupérer la précieuse crème sainte, gardée depuis, au secret. Monsieur le curé, qu'est-ce que vous tenez dans les mains? Une photo de la Sainte-Ampoule. Le contenu, il est dans cette petite fiole qui est conservée à l'archevêché. Donc le contenant est au Palais du Thau. Et le contenu à l'archevêché. Ça fait pas trop polémique, ça? Non. Mais nous avons tout pour sacrer encore un roi. Vous pensez que ça arrivera? Je ne pense pas. L'héritier du trône ne semble pas plus convaincu que l'abbé. Ce n'est pas à moi de répondre cela, mais les Français d'y répondre. Mais est-ce que vous l'espérez, vous? Je suis au service de la France et si les Français le veulent, je serai toujours là. Juste avant de quitter la ville des Sacres, Louis de Bourbon croise une classe de CM1 en visite dans le palais. Quel âge? 2 ans. Une question nous brûle alors les lèvres. Et si un jour la France avait à nouveau un roi? Ça serait bien. Moi, je préfère la République parce que on est libre. Pourquoi avec les rois, on n'était pas libre? Il y avait les paysans qui étaient... Fallait pas être paysan parce qu'on payait. Au revoir et à très bientôt, j'espère. Au revoir. La chorale de la cathédrale a le même âge que l'édifice.